Aujourd'hui sur TV7, nous vous emmenons au Salon des drones à l'UAV Show, qui est le premier salon européen des drones. Et on va parler justement des drones demain. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont transporter des colis? Est-ce qu'ils vont transporter des personnes? Surtout quand est-ce que tout ça pourrait arriver? Et comment aujourd'hui on doit encore avancer sur le plan technologique, sur le plan réglementaire, pour que demain, on puisse transporter ces drones par colis, qu'on puisse les recevoir chez nous, mais aussi qu'on puisse, nous, justement, pour limiter les embouteillages dans les grandes métropoles, se transporter par drone. Beaucoup en rêvent aujourd'hui. On va en parler avec Anne-Sophie Didlot, qui est la directrice R&D d'Air Marine à Bordeaux, qui a un projet qui s'appelle Pélican, qui travaille avec Cdiscount, avec Thales, pour livrer justement via la Garonne des colis par drone, avec Hervé de Plainval, qui est de l'ONERA, qui est l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, et François Bafou, qui est le directeur de Bordeaux Techno-Ouest, qui est l'organisateur de ce salon, qui est une pépinière justement d'entreprise, une technopole. On va commencer avec vous, Sophie Didlot. Expliquez-nous où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de ce projet Pélican. Oui, alors d'abord bonjour. Le projet Pélican a donc commencé en ce début d'année 2018. Et donc il s'agit de travailler au développement d'une solution de livraison de colis par drone en zone urbaine, et donc dans un premier temps à Bordeaux, puisque c'est un projet qui a été lancé suite à un appel à manifestation d'intérêt de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors concrètement, vous avez déjà fait des tests. Où est-ce que vous en êtes sur le plan technique ? Non, alors on n'a pas encore fait de test, c'est une solution qui nécessite de nombreux développements. Au sein d'Air Marine, en fait, on a commencé à faire des tests pour valider certains verrous technologiques sur lesquels on a commencé à travailler, et en particulier sur l'atterrissage de précision. Et aujourd'hui, sur les pré-tests, qu'est-ce que ça a donné justement L'atterrissage de précision fonctionne. Ouais. Voilà. Et on aura d'ailleurs un vol dans le cadre de l'UAV Show demain sur le site de Sainte-Hélène pour montrer donc l'atterrissage de précision d'un drone chargé d'un colis avec une simulation de déchargement et de convoyage de ce colis. Si on regarde un petit peu le programme pour les années à venir, quel est votre plan de déploiement justement en termes de tests? Quelles sont les étapes à franchir pour transporter ces colis par drone? Alors, il y a de nombreuses étapes, des verrous technologiques bien évidemment très importants à résoudre, puisque on ne peut pas imaginer l'évolution de drones, en particulier au-dessus d'une grande ville, sans avoir un taux de fiabilité très important. Il y a également des problèmes d'acceptabilité sociale. Donc on travaille aussi dans ce projet avec tous nos partenaires, parce que je rappelle que c'est un projet collaboratif, d'ailleurs avec l'ONERA et Henri en particulier, avec Thales, avec Cdiscount bien évidemment pour l'utilisateur final, avec l'IMS, un laboratoire de l'Université de Bordeaux, avec Relais Colis aussi qui nous aide, puisque en fait l'idée de ce programme, c'est bien de délivrer des colis au sein de points retrait, et non, comme on a pu l'entendre à la télévision ou à la presse, dans le cadre d'autres projets, directement dans des jardins ou sur des balcons. Oui, c'est pas du tout ce qui est prévu pour l'instant, de livrer dans notre jardin, il s'agit bien sur le toit des maisons. Spécialisés pour récupérer ces colis au plus proche, évidemment, de la population, puisque c'est bien l'intérêt d'apporter une solution drone. Tout l'enjeu, c'est d'assurer le fait que justement le drone ne tombe pas, ou s'il tombe, de prévoir des mesures de sécurité. C'est quoi? C'est un parachute C'est de pouvoir prévoir l'ensemble des risques. Le parachute aujourd'hui peut être une solution, mais elle est largement insuffisante dans le cadre du développement d'une telle solution. Et puis ensuite, il y a d'autres paramètres qu'il faut aussi regarder outre ces verrous technologiques, et c'est le cadre réglementaire et surtout donc l'organisation d'un trafic aérien réservé aux drones, pour lequel là, bien évidemment, nous ne sommes pas à notre place pour travailler là-dessus, mais il y a bien évidemment des autorités qui travaillent sur ce sujet également, et nous en serons forcément dépendants. Évidemment, pour l'instant, l'idée, c'est surtout de passer soit par des voies ferrées, soit par la Garonne, pour éviter de traverser au maximum les habitations. Oui, alors sur des premières phases de test, évidemment, mais bien sûr, ce n'est pas le but final. Merci beaucoup, on va revenir avec vous sur ces aspects tout à l'heure. Alors Hervé de Plainval, vous êtes de l'ONERA, donc l'Office national d'études et de recherche aérospatiale. Vous travaillez sur la recherche, justement. Où est-ce qu'on en est concrètement par rapport au transport de colis par drone ?
Voilà, alors vous avez raison de le rappeler. L'ONERA, c'est l'établissement public français de recherche pour les domaines de l'aéronautique et du spatial. On a une double mission qui va s'illustrer dans ce contexte de la livraison de colis et du transport de passagers. Première mission d'innovation au profit de l'industrie, et c'est ce que disait Anne-Laure à l'instant. On intervient auprès d'industriels, comme l'illustre d'ailleurs notre partenariat avec Altametris, la filiale drone de la SNCF. On intervient donc pour aider ces industriels à innover et à aller vers de nouvelles applications comme celles que l'on cite maintenant. Deuxième mission, très importante également, une mission d'expertise au profit de l'État français. En l'occurrence, sur tous ces sujets, c'est la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui remplit ce rôle, bien entendu, d'autorité réglementaire. Et donc on intervient pour apporter une expertise, un regard technique sur les mesures qui permettront d'accomplir ces nouvelles applications en toute sécurité, comme l'a dit Anne-Laure à l'instant. Alors quels sont les verrous technologiques et techniques que vous avez identifiés, vous ? Alors le premier grand sujet pour toutes ces nouvelles applications, et je dirais singulièrement pour ces applications en environnement urbain, comme ça a été dit à l'instant, c'est la sécurité. Comment va-t-on apporter le bon niveau de sécurité, le juste niveau de sécurité, pour rendre possible ces vols au-dessus d'habitations dans des environnements qui sont très peuplés? La première question qui se pose, c'est quel est l'objectif à viser? Un objectif qui va être à la fois raisonnable pour être atteignable techniquement, et c'est là qu'on apporte un éclairage à l'État et aux industriels, et également un objectif qui va permettre de garantir la sécurité de nos concitoyens, de ne pas leur faire subir, je dirais, un risque inacceptable. Donc, ou éviter qu'on se retrouve avec un drone sur une autoroute, qui tombe sur une autoroute, exactement. Ou sur une rocade, par exemple à Bordeaux. Exactement, tout à fait. Il faut fixer cet objectif de sécurité. Ensuite, il va falloir développer des méthodologies, des outils, des technologies pour atteindre cet objectif et donc assurer cette fiabilité. Et puis, on a d'autres objectifs, je dirais, techniques qui sont liés à l'acceptabilité, comme l'a dit à l'instant Anne-Laure, c'est-à-dire le fait que le public voit son intérêt. Alors, on a un intérêt, bien sûr, dans la livraison de colis, dans le fait que chacun pourra voir les améliorations, je dirais, dans la réception de ces colis, mais il faut aussi s'assurer que les vols de ces drones ne vont pas être une nuisance trop importante pour les gens en termes d'émissions, en termes d'acoustique. Et là, il y a des enjeux techniques qui sont évidemment absolument fondamentaux et très complexes pour réduire les émissions acoustiques de ces engins. Et concrètement, aujourd'hui, il faudrait combien de temps pour qu'on arrive à limiter au maximum justement ces nuisances à la fois sonores, mais aussi en termes d'émissions de CO2 ? Alors c'est plusieurs années qui vont s'écouler devant nous, c'est pas aussi rapide que certains le souhaiteraient et le disent. Il va falloir adresser ces questions de manière extrêmement sérieuse et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. En France, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle le Conseil pour les drones civils qui réunit l'ensemble de la filière drone civile autour de la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, et qui donc adresse un certain nombre de nouvelles applications, dont celle-ci, de façon très collaborative avec l'ensemble des acteurs de la filière. Et donc sur ce sujet des colis, on a deux grands cas d'application. Il y en a un qui a été mentionné par Air Marine autour de Cdiscount, l'acteur local en région ici bordelaise. Donc premier cas d'usage avec des drones qui sont plutôt de petite taille, on parle de quelques dizaines de kilogrammes. Et puis on a un autre cas d'usage qui est porté par le groupe La Poste et qui ici concerne des drones beaucoup plus gros pour transporter des grandes masses de colis dans des environnements également urbains. Et donc sur ces deux cas d'usage, on avance avec l'ensemble de la filière, à la fois sur les volets techniques et réglementaire. Et le technique vient en soutien des évolutions réglementaires. Et donc, ce sont des initiatives qui vont prendre plusieurs années, encore une fois, avec des phases de test. C'est 10-15 ans à peu près? Oui, c'est ça, c'est à peu près cet ordre d'idée-là. Et on va avoir tout au long de ces années qui sont devant nous, des phases d'expérimentation progressive, c'est ce que vous avez dit à l'instant, d'abord dans des zones, je dirais, moins peuplées, puis de plus en plus peuplées, etc., qui vont nous amener progressivement vers ce genre d'application. Parce que toute la question derrière, au-delà d'autonomie des drones, parce qu'il y a aussi cette question-là, on a des drones aujourd'hui qui sont capables de tenir combien de temps seuls en vol? Une demi-heure, trois quarts d'heure? Oui, alors ça dépend énormément des moyens de propulsion, des tailles de drones. Il y a la question effectivement de l'endurance, mais je dirais que c'est de loin pas la seule question. Il y a autour des questions de sécurité, une question qui n'a pas encore été mentionnée, c'est celle de l'insertion dans l'espace aérien. Comment va-t-on gérer ces routes aériennes? Qui va les contrôler? Qui va les contrôler? De quelle façon? Sur quel principe l'espace aérien va-t-il s'organiser avec les trafics, je dirais, déjà existants d'appareils habités, pour le coup, et avec ces nouvelles applications de drones, que ce soit pour le transport de colis ou pour les taxis aériens urbains. On va avoir donc une grande problématique d'organisation de l'espace aérien. La question notamment, c'est de savoir est-ce qu'il y aura quelqu'un derrière l'écran qui contrôlera en fait le drone, ou est-ce que le drone sera autonome et contrôlé en fait par une machine?
Alors, ce qui est certain, c'est que ces appareils vont avoir, et c'est très important, et c'est l'un des défis qui est devant nous, un grand niveau d'autonomie. Mais ça ne veut pas dire, les deux ne sont pas incompatibles, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'être humain dans la boucle. Il y aura toujours, et c'est très important pour des raisons, ne serait-ce que des raisons légales, pour des raisons de sécurité, il y aura toujours des êtres humains qui superviseront les opérations de ces machines. Mais elles disposeront en même temps d'un haut niveau d'autonomie qui les rendra capables, je dirais, basiquement de suivre une trajectoire définie, mais aussi de réagir à des aléas. Et je rejoins le thème de la sécurité dont je parlais tout à l'heure. Il faut s'assurer que ces machines, face à la panne d'un capteur, pour parler clairement, seront en mesure finalement d'apporter des contre-mesures et de continuer ce vol en toute sécurité. On le voit aujourd'hui quand on parle de drone ou de livraison de colis par drone, et encore plus de personnes, ça fait peur, souvent dans l'opinion publique. Il y a un problème d'acceptabilité sociale. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour essayer de rassurer les gens, de faire en sorte qu'ils n'aient pas peur? Parce que derrière, il y a aussi la question justement du piratage des drones sur le plan informatique, de certains drones qui pourraient être contrôlés par des personnes malveillantes. Il y a toutes ces questions-là aussi qui se posent derrière. Alors je pense que pour rassurer les gens, il faut justement montrer à chacun que ces questions sont adressées d'une façon extrêmement sérieuse, et ça rejoint les questions précédentes. La première chose que nous vous avons dit tous les deux, c'est que la sécurité était le point le plus important. La deuxième chose que je vous ai dite quand vous m'avez demandé l'horizon temporel, c'est que ça n'est pas pour aujourd'hui ou demain. Il va falloir quelques années pour adresser très sérieusement toutes ces problématiques. Et lorsque je vous ai parlé du Conseil pour les drones civils et des initiatives qui sont prises autour de ce Conseil, ces sujets-là sont parmi les plus prioritaires. Le thème de la sécurité, le thème de la cybersécurité, ce que vous avez dit, l'impossibilité, rendre impossible le hacking de ces machines par des mesures cybersures, je dirais, appropriées. Et donc il y a des groupes de travail qui planchent actuellement sur ces sujets-là pour rendre cela impossible. Et donc il faut à la fois le faire sérieusement et expliquer au grand public que ces choses-là sont traitées de façon sérieuse. Est-ce que le politique, est-ce que le législateur évolue favorablement? C'est-à-dire, est-ce qu'il commence, lui, à être rassuré, se dire on va effectivement lancer des expérimentations et se projeter à 10 ans en se disant que dans 10 ans, effectivement, on serait prêt à autoriser le transport de colis par drone? Alors je ne suis pas porte-parole du législateur, mais je pense que le législateur n'est pas rassuré quand il entend des discours parfois un peu irresponsable sur effectivement les horizons temporels de ce genre d'application, et au contraire est très rassuré lorsque ces choses-là sont prises de façon sérieuse avec les moyens qui sont appropriés. Et donc on a des travaux qui sont très sérieux sur le sujet et qui rassurent le législateur, et il est tout à fait favorable évidemment à une évolution réglementaire qui va dans ce sens dès lors que c'est fait de la manière la plus sûre pour nos concitoyens. Le colis, transport de colis par drone, ça se fait déjà dans d'autres pays, par exemple les États-Unis. On sait qu'Amazon travaille beaucoup là-dessus. Là, ça va quand même plus vite au niveau législatif. On a l'impression qu'ils sont en train d'avancer plus vite que nous. Comment on est positionné, nous, la France, par rapport justement à cet énorme marché potentiel au niveau mondial? Alors, je crois que là-dessus, il faut un petit peu se méfier des effets d'annonce. Les États-Unis ont été beaucoup plus lents que la France à réglementer sur le sujet des drones. Si je ne dis pas de bêtises, la France c'est 2012, ça c'est certain. C'était un des premiers pays au monde. Et si je ne dis pas de bêtises, le premier. Si je ne dis pas de bêtises, les États-Unis c'est 2016. Et même en 2016, ils n'autorisaient pas certains vols hors vue du pilote, du télépilote. Donc c'est pas aussi conforme à l'idée qu'on peut s'en faire. Et donc par ailleurs, je pense qu'à la fin des fins, ce qui comptera, c'est le sérieux avec lequel on adresse ces questions-là. Et je crois qu'en France, de ce point de vue, ce qui est assez exceptionnel et assez unique à l'échelle du monde, c'est que l'ensemble de la filière, les constructeurs, le législateur, les laboratoires de recherche, les entreprises utilisatrices, tout le monde est autour de la même table pour adresser ce problème avec toutes ses dimensions. Et ça, c'est assez unique. Donc on n'a pas de retard. On voit qu'Airbus a fait un test, notamment au mois de février dernier, avec du transport de colis par drone. Oui, tout à fait. On n'a pas de retard et on y va de façon sérieuse et collaborative, comme l'a dit Anne-Laure tout à l'heure, avec l'ensemble de la filière. Donc on n'a pas à rougir de ce point de vue. Merci François Bafou, vous êtes le directeur général de Bordeaux Techno-Ouest, Technopole qui organise justement pour la 5e édition l'UAV Show. Comment vous avez vu évoluer cet écosystème justement sur les drones sur les 5 dernières années? Alors, c'est 8 dernières années. Et même c'est pire que ça, c'est 13 dernières années, parce que le premier projet de drone qui a été intégré dans la pépinière, dans le Technopole de Bordeaux Techno-Ouest, c'est 2005. En 2005, personne ne parle de drone civil, on parle que de drone militaire. On prend ce premier projet, on nous prend pour des fous à l'époque. On nous dit même il n'y a pas d'avenir pour les drones en Aquitaine ou en France. C'est des projets exotiques. Voilà. Finalement, 13 ans plus tard, on voit que la filière est en plein développement.
Et on voit d'ailleurs que la région a signé avec Bordeaux Et bien Métropole un appel d'offres européen pour Bien sûr. expérimenter des choses sur la mobilité, donc Ouais. à la fois le transport de colis, mais aussi de personnes par drone. En gros, en 2005, on démarre la filière drone civile. Premier projet 2005-2010, on essaie de faire voler des choses. Ça vole, c'est très bien. L'utilisation, les usages, on ne les connaît pas trop. On voit que c'est à la fois innombrable, mais à la fois compliqué. À partir de 2012, on a une réglementation qui a une vertu. La première, c'est de créer le marché. Parce que si vous n'avez pas de réglementation, vous n'avez pas le droit de faire voler. Vous pouvez créer tous les beaux produits du monde. Si vous ne pouvez pas les utiliser, si on ne peut pas faire de business avec, ça ne présente aucun intérêt. Je dis souvent que les archives de l'armée française regorgent de plans de bataille qui n'ont jamais eu lieu. On peut faire des plans sur la comète. Voilà. Donc la réglementation française, qui est la première au monde, il faut le dire, hein, on est toujours mauvais en France. On est toujours mauvais. Sauf que là, on n'est pas si mauvais que ça. Première réglementation au monde, c'est la France. Et les réglementations qui ont suivi des autres pays européens s'inspirent, voire copient la réglementation française. Donc on a vu une évolution, nous, au sein de ce territoire, d'Aquitaine sur la filière, mais qui s'est trouvée au niveau national, en partant effectivement d'un projet d'abord de vecteur, ça s'appelle de drone, pour arriver derrière aux usages, aux applications et au traitement de la donnée. Donc si on prend l'exemple du salon drone, le premier en 2010, on démarre, on ne sait pas où on va, ça marche très bien. Et maintenant en 2018, c'est plus le même salon, il y a beaucoup plus d'exposants, c'est aussi un lieu, on va dire, de convergence, de conférence, un lieu où la communauté drone se réunit, où on parle de projets même à moyen, à long terme, comme le disait tout à l'heure Henri et Anne-Sophie, à savoir le transport effectivement des passagers, voire des colis d'abord pour démarrer, quelque chose qui était il y a encore 6 ou 7 ans, Impensable. C'était Black et Mortimer, c'était dans les, on ne savait même pas comment on ferait. Donc maintenant on est dedans. C'était la science-fiction à l'époque. Et là, on voit donc que les politiques sont prêts, en tout cas localement, puisqu'il y a cet appel à projet européen qui a été justement auquel la région a répondu avec Bordeaux Métropole, avec aussi des acteurs comme Air Marine, avec notamment Thales, avec Bordeaux Techno West. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'écosystème dans la région sur ces aspects-là aussi pour être bien positionné en France, voire au niveau européen? La filière drone civile, elle est née ici, là, dans ce territoire, à 600 mètres. On a le seul centre d'essai de drones d'ailleurs en France. Oui, on exploite aussi un centre d'essai. J'espère qu'il y en aura d'autres au niveau national, parce qu'il en faudrait plusieurs. Il faut que chaque région se dote d'un centre d'essai pour que les sociétés puissent faire leurs essais, leurs démonstrations, puissent tester du matériel, puissent présenter leur technologie à des clients. Donc la région Aquitaine est archi dotée, je veux dire, de technologies de savoir-faire. Air Marine, on peut prendre des sociétés comme Skytech, Azure Drone, on peut prendre des sociétés comme Reflet du Monde qui est ici, et d'autres qui ont largement les compétences pour développer des projets collaboratifs et répondre à des appels d'offres européens, voire plus. On a le savoir-faire, on a la compétence, mais on est encore dans du défi technologique, c'est pour ça que c'est collaboratif. Chacun, comme le disait Henri, a des briques technologiques, mais il y a un besoin de collaboration, parce qu'une fois de plus, la sûreté, ça reste, on va dire, l'enjeu premier. On fait voler un outil dans les airs qui peut potentiellement tomber. Ça veut dire quand une voiture ou une pelleteuse elle tombe en panne, elle tombe en panne. Si le drone il tombe en panne, s'il fait 15 kilos, c'est pas la même chose s'il tombe. Et surtout que sur les drones de demain qui vont transporter des colis, ce sera ça. On aura des drones de 20 kg à peu près en termes de poids. Donc, alors, des drones de 20 kg, on peut imaginer qu'on passera des drones, à des colis, je veux dire, de 20 kg. On peut imaginer qu'on passera à des colis un peu plus lourds. Ça, c'est, on va dire, dans l'évolution. Et pour revenir tout à l'heure à ce qui se disait, je pense que l'État et les législateurs, en l'occurrence la DGAC, l'aviation civile, ceux qui régulent, suivent justement, on va dire, ces évolutions au plus près. Et ils veulent être assurés. Et c'est normal. On ne peut pas proposer tout et n'importe quoi si on n'est pas capable de démontrer une certaine fiabilité. Ça a été l'histoire de l'aéronautique. Tout à fait. Comment l'aéronautique a évolué? C'est parce que les constructeurs sont capables de démontrer que leur système est fiable. On demande la même chose à la filière drone, ce qui n'est, à mon avis, pas quelque chose d'extraordinaire. C'est archi logique. Alors justement, par rapport à... Vous voulez rebondir? Oui, c'est justement ce que l'on prône en fait chez Air Marine, puisque ayant l'expertise aéronautique qui est notre activité historique, nous mettons à profit sur nos projets drones notre expérience aéronautique.
Alors on le voit aujourd'hui, les géants du web notamment s'y mettent aussi sur ces questions-là. Les géants évidemment de l'aéronautique, Boeing, Airbus, ils sont tous en train d'essayer d'inventer à la fois en fait des drones qui nous transporteraient, mais aussi des drones qui pourraient être mi-voiture, mi-avion. Est-ce que cet horizon justement à 10-15 ans est vraiment possible ou pas ? Parce que quand on voit à quel point ils accélèrent et tous les moyens qui sont mis là-dedans, est-ce que ça vous paraît crédible d'ici 15 ans qu'on puisse en fait survoler les villes en drone comme on l'a vu il y a un certain nombre d'années dans ce qui relevait à l'époque de la science-fiction dans des films comme Le Cinquième Élément. Parce qu'on voit que ça fait partie de l'imaginaire depuis très longtemps. Juste, enfin, pour replacer dans le contexte industriel, il y a une évolution qui va vers les systèmes autonomes d'une manière générale. Voilà, le drone, c'est quoi? C'est demain matin, le drone qui transportera des personnes, ça sera un avion sans pilote. Mais en fait, les trains, la SNCF actuellement, réfléchit, plus que réfléchit, travaille à un échéancier court terme finalement sur du train autonome. Le véhicule autonome, ça y est, c'est fait, c'est maîtrisé. Maintenant, c'est l'acceptabilité, l'insertion on va dire dans la sphère urbaine. Mais la technologie du véhicule autonome, elle est complètement maîtrisée. Donc ça veut dire que on va dire l'avion sans pilote, le drone, ça fait partie des évolutions, ça va dans le sens de l'histoire. Et de toute façon, on ira. Il faut juste rappeler qu'un pilote entre la ligne entre Bordeaux et Paris, il pilote 4 minutes. Et la 380, il ne pilote plus. Il ne pilote plus. Décollage, atterrissage, vol, tout est automatisé. Il est là pour faire du contrôle, le pilote. Par contre, si vous dites demain matin, un passager, vous rentrez dans l'avion, il n'y a pas de pilote, vous avez 80% des personnes qui descendent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le sait pas que sur un A380, le pilote ne pilote quasiment plus l'avion. On ne le dit pas parce que justement ça inquiéterait le grand public. Accessibilité, mais dire, on est dans une histoire un peu nouvelle. On peut prendre aussi l'avion de chasse, on prend le volet armé. Une grande partie de la technologie qui est intégrée dans le Rafale par exemple, elle est faite pour la protection du pilote. Donc on imagine qu'un drone d'un matin qui sera utilisé, il n'y aura plus besoin de protéger le pilote. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de pilote. Et puis je vous passe les détails quand le pilote est obligé de s'éjecter, qu'il est prisonnier, les négociations derrière pour récupérer le pilote. Voilà, donc d'un matin, les avions de chasse, de reconnaissance, il n'y aura plus de pilote. C'est tout, Hervé de Plainval, c'est toute une législation à construire, mais c'est aussi quelque part, entre guillemets, un nouveau projet de société, puisque derrière, ça va bouleverser les mobilités. Et on le disait, c'est évidemment la question de l'acceptabilité sociale qui sera fondamentale. Oui, oui, tout à fait, mais je rejoins un peu ce qu'a dit François, c'est-à-dire que le vol, le transport de passagers par des drones urbains aériens, ça existe déjà quelque part. Je veux dire, la possibilité de mettre en l'air des passagers, elle existe aujourd'hui. Ce qui va compter dans les années à venir pour avoir un cadre technique et réglementaire et une acceptabilité sociale, c'est le sérieux avec lequel toute la filière, ensemble, va adresser toutes ces questions. Ces questions de sécurité, je l'ai déjà dit, je le redis, ces questions de cybersécurité en particulier, ces questions de cadre réglementaire adapté, juste, ces questions d'objectifs de sécurité et également ces questions d'acceptabilité qui passent par la maîtrise des nuisances. On y travaille, ce sont des enjeux techniques et qui passent par justement une communication responsable du sérieux avec lequel on adresse toutes ces questions. Donc c'est tout ça qui va jouer dans les années à venir en fait. Pour que le grand public en fait mesure un peu justement, en termes de bruit, en termes de nuisance, c'est quoi aujourd'hui un drone? C'est combien de décibels? Alors ça, c'est des choses qui dépendent énormément des types de machines dont on parle, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart des solutions techniques qui sont envisagées pour toutes ces applications, disons, de livraison de colis ou de transport de passagers en environnement urbain, c'est très souvent des machines avec des rotors multiples, donc des hélices multiples qui tournent. Or, ce sont des machines dont on sait qu'elles produisent une quantité de bruit non négligeable. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que du point de vue, c'est vrai, mais à haute altitude, donc du point de vue de la compréhension scientifique de ces phénomènes, nous sommes très bien placés à l'ONERA puisque nous sommes des experts reconnus mondialement sur les questions du bruit des hélicoptères, du bruit des avions, avec des partenariats uniques avec la NASA qui a choisi l'ONERA comme son partenaire unique et privilégié à l'échelle du monde entier sur ces sujets-là. Je peux vous dire que du point de vue technique, il y a beaucoup à faire pour comprendre les phénomènes basiques de génération du bruit, de propagation du bruit. Donc il faut travailler dessus sérieusement pour comprendre ces phénomènes, les modéliser et les réduire bien sûr. Alors sur le transport des personnes, peut-être que ce sera le cas, on le disait tout à l'heure, dans 15-20 ans, mais est-ce qu'on s'achemine vers un transport par exemple de 2-3 personnes? Est-ce que ce serait des drones qui pourraient transporter 10 personnes? Vers quoi on s'achemine concrètement? Vers quel modèle en fait?
là aussi, ce sont des choses qui vont C'est très évoluer prospectif, hein, énormément, pour l'instant, hein. qui sont très prospectives, qui vont dépendre bien entendu du modèle économique. Et donc derrière ça, il y a des enjeux qui nous concernent à l'ONERA, puisque ce sont des enjeux techniques finalement de compromis entre la sécurité, la capacité aérodynamique, les performances, la réduction de la consommation, des compromis qu'on ne peut pas aujourd'hui résumer en 2 mots, bien entendu, qu'il va falloir adresser dans les années à venir et qui jugeront de la pertinence du modèle économique. Cela dit, les hypothèses qui sont faites aujourd'hui, c'est plutôt autour de quelques passagers. Effectivement, on parle souvent de 2 à 6 passagers en général dans les hypothèses actuelles. Mais encore une fois, c'est des choses qui vont très certainement évoluer dans les années à venir. Et dans le modèle, en fait, le drone pourrait survoler la ville à combien de kilomètres/heure à peu près? Alors ça aussi, c'est des choses qui vont dépendre de la... il faut aussi avoir conscience qu'il y a des situations urbaines qui sont variées, hein, entre des mégalopoles gigantesques et où parfois les vols d'hélicoptères actuellement sont déjà soit totalement interdits, soit limités à des routes extrêmement définies avec très très peu de personnel qui peuvent le survoler, et d'autres villes qui sont moins densément peuplées et où les survols sont plus autorisés, la situation va être très différente. Donc ça va dépendre également des situations. Eh ben, merci à tous les 3 pour vos analyses prospectives. Et puis on se retrouve très bientôt sur TV7 pour en parler.